Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Alex et on se retrouve pour le 15e podcast, il me semble. Comme chaque semaine, je vais essayer de répondre à un maximum de questions pour aider un maximum de gens. Et comme chaque semaine, je vous remercie d'avoir posé un maximum de questions sur mon compte Instagram. Alors avant de commencer, je vais commencer par m'excuser. Je suis un petit peu malade, donc peut-être que ma voix va être un petit peu bizarre ou tout simplement que je peux être amené à tousser pendant mon podcast. Donc désolé d'avance par rapport à ça. Ensuite, comme d'habitude, je vous rappelle que vous avez un ensemble de liens dans la description concernant mon site internet, mes réseaux sociaux, ainsi que mon lien Patreon pour me soutenir financièrement si vous êtes intéressé. Voilà, on va pouvoir commencer le podcast en répondant déjà à la première question, donc une première question d'une de mes élèves, Alix. Alors, elle me demande quel est l'intérêt de faire une reverse diet. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, une reverse diet, c'est tout simplement le fait de remonter ses calories progressivement. Cette reverse diet s'oppose à la recovery diet, donc c'est une diète récupératrice, je dirais. La différence, ça va être l'agressivité. Une recovery diet, elle va être souvent utilisée lorsque l'on va qu'on va sortir d'un taux de masse grasse très faible, donc en fin de prépa de compète souvent. Et là, le but, c'est tout simplement de remonter très vite ses calories pour reprendre très vite du poids, et surtout pas du poids, surtout du gras, pour sortir un petit peu de cette zone où on n'est pas du tout dans de bonnes conditions pour prendre de la masse musculaire et pour aller vers justement cette zone où on va pouvoir prendre de la masse musculaire et donc relancer un petit peu la production hormonale le plus rapidement possible. Une reverse diet, je pense que celle-ci se fait, souvent il y en a qui la font après une compète, mais elle peut aussi se faire après un taux de masse grasse tout simplement normal. Le but c'est tout simplement remonter les calories. Reverse, donc c'est l'inverse d'une diète. On remonte les calories progressivement de la personne jusqu'à arriver à maintenance, ou pas forcément, jusqu'à arriver à son objectif. Alors en gros, la reverse diet, elle se base sur une chose, c'est que votre total calorique n'est pas figé, on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que vous n'allez pas être à maintenance calorique entre 1700 vous n'allez pas être à maintenance calorique à 2000 calories, vous allez être à maintenance calorique entre par exemple 1600 et 2400. C'est un exemple. Vous allez être en déficit entre 1600 et 0 calories. Vous allez être en surplus entre 2400 et plus l'infini en termes de calories. Donc voilà, il faut bien que vous gardiez ça en tête, que notre déficit, notre surplus, c'est des ranges. Et par rapport à ça, le but, c'est tout simplement de remonter au maximum les calories par rapport à cette range, notamment au niveau de la maintenance. Donc la plupart des gens qui vont venir faire des reverse diet vont souvent être en déficit et vont remonter leurs calories progressivement jusqu'à arriver à la fourchette haute de leur maintenance. Le but, c'est tout simplement de manger le plus possible, être dans des conditions optimales pour la prise de masse musculaire avec le fait de relancer sa production hormonale, le fait d'avoir des calories pour avoir de l'énergie et aussi le fait de mettre dans de meilleures conditions pour la suite pour entamer une perte de gras. Pourquoi ? Parce que le métabolisme sera relancé, les hormones fonctionnent bien, etc. etc. Et du coup, on pourra redescendre les calories et il y a de grandes chances que l'on perde du poids. Imaginons on stagnait à 1800 calories, on est monté à 2500, on stagnait, on perdait plus de poids, on a refait une reverse, on est monté à 2500, il y a de grandes chances que quand on descende par exemple à 2200, on perde du poids. Donc là, c'est l'avantage de la reverse, c'est qu'on a remonté entre guillemets ces calories. Et ça nous laisse aussi, il faut savoir, pour moi, un des autres gros avantages, c'est tout simplement que ça nous laisse une marge de progression. Par exemple, on était à 2200, on perd 3 kg, puis on stagne. Ok, on descend à 2000, on perd 3 kg et on stagne. Ok, on descend à 1800, on perd 3 kg. Ok. Et en fait, ça c'est un exemple. Et dites-vous bien que si vous étiez à 1800 avant et que vous ne perdiez pas, la marge de progression elle était totalement différente parce que descendre ses calories, à un moment, ça devient beaucoup plus compliqué, surtout quand on est très bas en calories. C'est dangereux. Et donc en fait, cette relancée métabolique permet d'être dans une meilleure condition pour perdre du poids et donc de perdre du poids aussi de manière plus durable sans forcément de soucis. Donc parfois, c'est un petit peu nécessaire de passer par cette phase de reverse diet. Et je passe beaucoup par cette phase de reverse diet avec beaucoup d'élèves parce que tout simplement, ça permet de nous mettre dans des conditions optimales. Et parfois, les personnes ont tellement de dommages métaboliques que tout simplement, on est obligé de passer par cette phase, accepter pendant peut-être 2 mois, 3 mois de manger plus, de relancer la machine, de ne pas perdre de gras, quoique, ça va vraiment dépendre, mais du coup d'être dans de meilleures conditions pour la suite. Et c'est souvent quelque chose qui est négligé et que les gens ne feraient pas tout seuls. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important.
99% des gens qui veulent perdre du gras ne penseraient jamais à faire une reverse diet parce qu'ils vont se dire « Oh mince, j'avance pas vers mon objectif. Moi, je veux perdre du gras maintenant, là, tout de suite. » Ouais, mais si tu peux pas en perdre ou si tu t'exposes à des problèmes de santé, c'est pas du tout optimal. Ce que je veux dire par là, c'est qu'une personne qui mange 1600, non, 1500 ou 1400, allez, on va dire 1400, qui perd pas de gras, mais qui continue à baisser ses calories, surtout si c'est une femme, bah, elle va perdre ses menstruations, elle va avoir froid, etc., etc. Elle va vraiment avoir les pires choses, en fait, les adaptations, on va dire, métaboliques qui vont se faire. Elle va tourner au ralenti, elle va pas perdre de poids, elle va continuer à descendre, ça va être de plus en plus dangereux. Et c'est pire, en fait. Elle va développer éventuellement des troubles du comportement alimentaire, etc., etc. Donc, parfois, il faut se dire, OK, bon, bah, je suis à 1400, je perds pas. Je vais remonter jusqu'à le max possible, parce que là, ça va dépendre. Le max possible sans forcément prendre de poids, ou alors en acceptant d'en prendre un petit peu. Par exemple, c'est pas très grave si on prend 1 kg, mais qu'on a réussi à augmenter ses calories journalières de 1000 calories, hein. C'est rien, et tant mieux. Ça nous met dans de meilleures conditions pour la suite, comme je vous l'ai dit. Et puis, je repartirai sur mon objectif plus tard. Et je vais pas vous mentir, sans avis extérieur, c'est-à-dire sans coach, ou pas forcément coach, hein, ça peut être petit copain, petite copine, etc., etc. Et encore, c'est pas vraiment objectif. Vraiment, quelqu'un d'extérieur, c'est beaucoup mieux. Sans avis extérieur, c'est très compliqué. Et la plupart des gens ne le font pas. Donc c'est pour ça qu'avoir un avis extérieur peut être intéressant dans ces cas-là. Voilà pour la reverse. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Je pense que c'est quelque chose qui est très intéressant. Ah oui, on voit aussi beaucoup de gens qui vont venir perdre du gras pendant une reverse alors qu'on augmente leurs calories. Étrange? Bah pas tellement. Comme je vous l'ai dit précédemment, les fourchettes de maintenance de déficit, ce sont des fourchettes. Ok? Donc si vous êtes en bas dans votre déficit calorique, mais que vous remontez vos calories progressivement, il y a de grandes chances que vous restiez en fait dans votre fourchette de déficit calorique. Et par rapport à ça, vous ne prenez pas de poids. Vous ne prenez pas de poids du tout. Et vous-même, vous en perdez des fois. Bon, pas énormément souvent, mais on en perd des fois. Et au final, tant mieux, parce que on perd du poids et on arrive à remonter ses calories. Alors à un moment, on n'en perdra plus, mais bon, si on peut en perdre au début, tant mieux. Et c'est aussi pour ça qu'on en perd, tout simplement parce que on relance ses calories, mais comme on relance ses calories, il y a beaucoup d'études déjà qui montrent que ce qui va être lié, c'est le total en glucides et l'activité quotidienne. Donc pourquoi on perd du poids quand on mange plus? Tout simplement parce que indirectement, on va bouger plus. On va, et on ne s'en rend pas forcément compte, hein, mais par exemple, si on augmente de 25 grammes ses glucides, on va peut-être marcher un petit peu plus, on va peut-être faire des meilleurs choix inconsciemment. On va peut-être aller se lever pour aller chercher la télécommande alors que d'habitude on a la flemme. On va peut-être plus se gratter, ça aussi on ne le voit pas, mais quand on mange plus, on se gratte plus, on bouge plus, etc. etc. Parce qu'en fait, sinon notre corps supprime un petit peu ces mécanismes pour nous faire économiser le plus possible d'énergie. Donc en fait, c'est des petites actions qui font qu'on bouge plus. Et puis il y a aussi le fait que souvent, si on mange plus, on a des entraînements plus intenses, plus productifs, et donc on brûle éventuellement plus de calories. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc voilà pour l'intérêt de la reverse diet. C'est un sujet assez complexe. Les hommes et les femmes ne sont pas égaux sur ça. Je trouve personnellement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas remonter aussi vite chez une femme que chez un homme. Mais sinon, le processus reste plus ou moins le même. Voilà. Question suivante. Quelle est la plus grosse erreur que j'ai faite dans l'entrepreneuriat? C'est une erreur que je fais encore. C'est de tout vouloir faire seul. Tout vouloir faire seul et ne pas forcément vouloir se faire aider. Et mon meilleur conseil par rapport à ça, c'est déléguer. Donc voilà, réussir à déléguer, de toute façon, c'est ce que j'en parlais encore avec un ami hier. On disait que déléguer, c'était la meilleure manière de manager. C'est-à-dire que si on arrive à déléguer, c'est tant mieux. C'est plus difficile quand on est seul, quand on travaille à son compte. Mais c'est la chose la plus importante. Peut-être que vous gagnerez moins au début, si vous déléguez. Mais après, vous verrez que vous aurez beaucoup plus de temps. Et en soi, le temps, c'est probablement la meilleure des richesses. Donc voilà, apprenez à déléguer, c'est quelque chose qui est important. Question suivante. Muscu pour homme vs muscu pour femme. Alors, est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y en a une. Déjà, il faut savoir que en termes d'entraînement, on va s'entraîner plus ou moins de la même manière. C'est-à-dire que je pense que ce qui va seulement différencier, ça va être le travail des groupes musculaires. Certaines femmes vont vouloir bosser davantage le bas du corps, etc., etc.
Cependant, ce qui va changer, on va dire, c'est au niveau de la structure. Il faut savoir que les femmes récupèrent mieux, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de volume d'entraînement, meilleure fréquence d'entraînement, enfin plus grande, c'est-à-dire que en plus par rapport au psychologique, les femmes préfèrent s'entraîner plus de fois que les hommes. Il y a des études aussi qui le montrent. Mais aussi elles sont capables de récupérer davantage, donc elles peuvent s'entraîner plus en termes de fréquence, donc c'est-à-dire du nombre de fois sur la semaine, et des temps de repos plus courts pour les femmes. Des temps de repos plus courts par rapport à un pourcentage de leur 1RM donné, contrairement à un homme. Donc voilà, les femmes, c'est un petit peu des super femmes, il faut le savoir. C'est-à-dire que les femmes ont des capacités que les hommes n'ont pas. Alors elles sont moins fortes, et c'est aussi peut-être pour ça qu'elles récupèrent plus vite. Mais dans tous les cas, elles récupèrent mieux, donc ça implique plus de volume, plus de fréquence et moins de temps de repos. Donc mesdames, vous êtes les meilleures. Voilà, sinon il n'y a pas forcément de différence à faire, ça va être surtout en fonction de chacune et en fonction de ce qu'elles veulent cibler. Un avis sur le CrossFit. Alors je pense que le CrossFit c'est quelque chose qui est très bien si c'est bien encadré, cependant malheureusement la plupart du temps ça ne l'est pas. En fait ce que je reproche au CrossFit c'est que c'est pas adapté pour moi à des débutants. Je pense que c'est toujours bien de passer par une phase peut-être de muscu avant le CrossFit. Ouais, je pense. Pour au moins avoir des bases solides parce que le CrossFit, ça reste très dangereux. En fait, ce que je reproche au CrossFit, c'est que des fois, il y a souvent la performance qui est mise avant la technique. Parce que le but, c'est d'aller le plus vite possible en CrossFit. Donc voilà, après, il y en a qui vont me dire que non, c'est pas vrai, ça va dépendre des coachs, etc. etc. Ouais, mais si c'est un niveau de compète, la plupart du temps, il y a de la performance et les gens vont vouloir faire les choses vite, etc. etc. Sachant qu'en plus, la compétition est plus ou moins accessible à tous, et qu'importe le niveau. Donc voilà, bon, dans tous les cas, je pense que bien encadré, ça peut être intéressant, hein, et je le critique pas du tout. Mais personnellement, je suis pas fan, juste pour le risque de blessure. J'aurais trop peur de me blesser personnellement à la pratique du CrossFit. Mais je pense que à faire, franchement, ça va être hyper fun, et je dirais pas beaucoup plus fun que la muscu, mais peut-être. Peut-être parce que c'est un effet de groupe, ça varie énormément, etc. etc. Donc voilà, après il faut aussi savoir que le CrossFit c'est très large, donc on peut pas être bon partout, je pense. Ça aussi c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Il y a de la force, il y a de l'endurance, il y a des choses comme ça. Et il faut, en gros, si votre objectif c'est d'être le meilleur en CrossFit, il faut vraiment se dédier à ça. Mais voilà, vous pouvez pas être hyper endurant et hyper fort ou hyper bodybuildé, etc., etc. Souvent les crossfitters ont des spécialités. Enfin, de ce que je vois. Hein. Question suivante. Alors, j'ai beaucoup de questions sur la récupération sur cette semaine, de personnes différentes en plus. Donc, bon, on va parler beaucoup de récupération du coup. Comment optimiser sa récupération? La première chose, ça va être de dormir. Okay. Si vous faites de la musculation, il faut savoir que quand on s'entraîne, on détruit un petit peu notre système nerveux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on utilise beaucoup notre système nerveux lorsqu'on s'entraîne. Par rapport à ça, on comprend bien que quand on dort, c'est là où on récupère nerveusement. Donc il faut dormir pour récupérer et donc pour progresser. Ensuite, il faut manger. Si vous voulez bien récupérer, idéalement, il faut être au moins en maintenance et être en surplus calorique. C'est encore mieux même. Avoir un entraînement adapté, c'est-à-dire que si vous faites n'importe quoi au niveau de votre entraînement et qu'il n'est pas structuré, ça va être trop compliqué de récupérer. Exemple, trop de volume, volume mal agencé, etc., etc. Et éventuellement, les automassages qui pour moi peuvent être intéressants en termes de récupération. Alors, il y a des études, ça ne montre pas d'énormes changements. Personnellement, je les utilise et je vois quand même que niveau récupération, ça m'aide. J'ai pas encore fait le tour des études, il y a probablement des choses qui sont contradictoires de toute façon comme pour toutes les études, mais personnellement je trouve que les automassages sont intéressants, surtout avant les séances ou après les grosses séances, notamment pour les séances bas du corps. Pour moi c'est hyper intéressant et ça m'aide à récupérer. Éventuellement la récupération active ça peut être intéressant, par exemple si vous avez fait aussi grosse séance bas du corps, faire un petit peu de vélo le lendemain ou de marche pour amener du sang dans la zone, amener des nutriments et enlever les courbatures. Là aussi, ça peut être intéressant. Question suivante. Peut-on s'entraîner en superset en enchaînant un exercice dos et un exercice épaule? Oui, tu peux. Alors, il faut savoir que ça va dépendre de la nature des exercices. Personnellement, les supersets, ils utilisent, mais ça va vraiment dépendre des gens. Chez les femmes, beaucoup plus que chez les hommes. Et aussi en fonction du temps qu'ils ont. Ce qui est sûr, c'est qu'on sera toujours moins fort en superset que sur un exercice simple.
classique, parce que tout simplement, même si on n'impacte pas le même groupe musculaire, il y a l'aspect cardio, il y a l'aspect gainage, et c'est souvent les facteurs limitants plus que le muscle, de toute façon. Donc oui, un exercice dos et un exercice épaule, c'est envisageable. Par exemple, un tirage vertical avec un développé vertical. Très simple, tu fais un tirage poitrine et tu fais un développé aux haltères assis. C'est c'est un super set. Mais si ton but c'est de prendre le plus de masse musculaire possible et que tu as du temps surtout, parce que le superset, l'avantage c'est le temps, et éventuellement faire l'un et l'autre à part, c'est beaucoup mieux. Voilà, c'est mon avis par rapport à ça. Et un autre exemple, un superset dos-jambes, là moins. Je suis moins fan, tout simplement parce que ça va être deux gros groupes musculaires et ça va te cramer en fait. Enfin, il faut que tu te rendes compte que si tu me fais un squat et à côté tu me fais un rowing, tu vas voir que ton facteur déjà limitant ça va être ton gainage parce que tu vas impacter le gainage sur les deux, mais tu vas être cramé et tu risques de te blesser. Donc moi je suis pas fan. Par contre éventuellement si c'est un leg extension et un tirage vertical, alors là oui tu peux, mais pareil il n'y a pas forcément d'intérêt à faire ça. Je noterai que ce que vous pouvez faire aussi, ce qui est souvent recommandé, c'est entre deux supersets, laisser un petit temps de repos. Le temps juste de reprendre votre souffle pour repartir. Par exemple, si vous faites un tirage vertical, un développé vertical, vous allez faire votre premier exercice, on va dire le développé vertical. Vous allez être un petit peu essoufflé, vous allez attendre 15-30 secondes entre les deux exercices, le temps de reprendre votre souffle et après vous pourrez partir. Là, ça permet d'avoir un superset de meilleure qualité, même si au final, c'est pas... Je ne sais pas si c'est vraiment meilleure qualité ou pas. Puisque ça reste un superset de toute façon. Question suivante. Comment savoir si l'on progresse sans balance impédance mètre? Bon, déjà, il faut savoir que les balances impédance mètre qu'on retrouve dans le commerce, même dans les salles de sport, c'est un peu de la merde. Les vraies balances qui sont efficaces coûtent des milliers d'euros. Voilà, il faut le savoir. Sinon, c'est très simple. Tu te prends en photo, mêmes endroits, même lumière, dans les mêmes conditions, à jeun le matin après avoir été aux toilettes. Tu te pèses régulièrement, tu prends tes mensurations régulièrement, tu regardes comment tu te sens dans tes vêtements, tu regardes tes performances et tu demandes un avis extérieur. Là aussi, c'est pour moi quelque chose qui peut t'aider à savoir si tu es sur la bonne voie ou non. Donc on est plutôt... Il y a pas mal de facteurs à prendre en compte, mais si tu prends tout ça et que tout ça va dans le bon sens, tant mieux, c'est que tu es en train de progresser vers ton objectif. Question suivante, on revient sur la récupération. Comment améliorer plutôt sa récupération nerveuse en dormant et éventuellement en se complémentant avec du ZMA, c'est-à-dire zinc magnésium. Personnellement, j'en ai déjà utilisé, je voyais vraiment une aide. En gros, ça m'aidait à bien dormir profondément. Et quand je me réveillais, je trouvais que je me réveillais moins fatigué que ce que je pouvais avoir. Après, je pense qu'il y a peut-être aussi un effet placebo. Mais mon meilleur conseil, c'est bien dormir et éventuellement utiliser du ZMA qui va vous aider pas à vous endormir, mais peut-être à avoir un sommeil un peu plus profond et donc à bien récupérer. À tester, je pense que ça marche pas pour tout le monde, mais sûrement en tout cas, je sais que ça marche. Comment savoir si l'on récupère bien après une séance? Tout simplement, est-ce que tu progresses à l'entraînement? Si tu progresses, c'est que tu récupères bien. Si tu progresses pas, c'est que tu récupères pas forcément idéalement. Si tu as des courbatures alors que ça fait 4 semaines ou 5 semaines que tu es sur ton programme, c'est peut-être pas normal aussi. Comment tu te sens aussi au quotidien, etc., etc. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Si tu commences à avoir des petites douleurs, si tu es un petit peu tout le temps fatigué, et si surtout tu progresses pas en entraînement, c'est que tu ne récupères pas bien. Et donc des fois il vaut mieux accepter de moins en faire, et progresser plutôt que continuer et ne pas progresser et s'exposer à la blessure de toute façon. Question suivante, comment s'échauffer? Très simple, je dirais, l'échauffement est divisé en plusieurs parties. La première, ça va être activation cardiovasculaire, c'est-à-dire que je vais aller sur un tapis ou quoi que ce soit et faire environ de la marche ou n'importe. Le but, c'est faire monter un petit peu le cœur, commencer à transpirer un petit peu pour augmenter la motivation et augmenter la température corporelle. Ensuite, on va faire un échauffement en termes de mobilité, on va dire. Éventuellement, là, vous pouvez caler des automassages, des légers étirements, actifs puis dynamiques. Statique puis dynamique. On avait vu ça, je crois, dans le dernier podcast, qu'il fallait toujours finir par du dynamique. Et après, échauffement articulaire. Et ensuite, gamme montante. Donc ça, c'est les étapes d'un échauffement. Et gamme montante, attention, gamme montante pas que sur votre premier exercice. Gamme montante sur
éventuellement plusieurs exercices en fonction de votre séance. Ça, c'est aussi important. Quels sont les exercices polyarticulaires en full body les plus intéressants? En fait, il n'y en a pas réellement. Je vous conseille d'avoir un exercice polyarticulaire par pattern et comme ça, vous allez progresser. Par exemple, ce que je conseille, c'est un rowing vertical et un rowing horizontal. Éventuellement, un rowing buste penché, ça peut être aussi un autre pattern, même si ça se rapproche d'un rowing horizontal. Vous allez avoir un développé vertical, un développé horizontal, éventuellement un développé incliné. Mais bon, pareil, là aussi c'est comme le rowing buste penché, c'est plus ou moins un mix entre les deux. Vous allez avoir un exercice de flexion de genou, un exercice d'extension de hanche, un exercice d'extension de genou et un exercice de flexion de hanche. Voilà, donc là vous avez plus ou moins tout. Flexion de coude aussi pour les biceps, extension de coude pour les triceps. Et puis voilà, je pense qu'on est plutôt pas mal. Déjà, si on fait un exercice de ça, ce sera plutôt bien. Et après, éventuellement, acheter un petit peu d'isolation avec des élévations latérales pour des trucs comme ça, des shrugs éventuellement, des mollets, des choses comme ça. Mais voilà, les gros exercices, ça va être les patterns et progresser sur ceci, tout simplement. Donc, il n'y a pas d'exercice en réalité les mieux. Quand je vous dis un développé horizontal aux haltères, ça peut être simplement... un développé horizontal, ça peut être du développé couché aux haltères, ça peut être du développé couché à la machine convergente, ça peut être du développé couché à la barre. Idéalement, ce serait barre et haltère. Mais il y a d'autres choix en fonction de chacun. Question suivante. Comment reconnaître un bon coach? Alors, je pense que un bon coach se reconnaît par rapport à sa disponibilité, par rapport à ses retours clients. En fait, c'est surtout pas forcément par rapport à ses transformations, parce que déjà, il y en a qui prennent des transformations sur Internet. Ensuite, tu sais pas ce que la personne a subi pour arriver là. Ça se trouve, cette personne, il lui a fait rien manger du tout. Donc, au final, c'est sûr qu'elle a une putain de transformation. Et malheureusement, c'est la réalité aujourd'hui des réseaux sociaux. C'est que certains coachs veulent des transformations incroyables. Donc, ils vont vous mettre à rien du tout en termes de calories, etc. Certaines personnes vont tenir, mais 80% d'entre elles ne vont pas tenir. Mais ça, il ne va pas le montrer à la personne. Il va montrer juste les 20% qui ont tenu. Ils vont avoir des résultats magiques en peu de temps. Et malheureusement, elles vont se niquer la santé. Et après, c'est moi qui les récupère. Je les récupère parce que elles ont niqué leur métabolisme, elles ont des troubles du comportement alimentaire et elles ne se sentent pas forcément bien, elles ont besoin d'aide. Ou elles ont tout repris. Et dans ce cas-là, je les récupère et on est obligé de refaire un travail, etc. etc. Donc, pas forcément se baser sur les transfos, comme je vous l'ai dit, mais surtout sur les retours clients. Éventuellement, demander à la personne que tu coaches des personnes qu'elle peut t'envoyer, ou alors pas que, parce que dis donc, sinon, elle va t'envoyer que des personnes qui vont lui faire des compliments, mais aussi essayer de te renseigner éventuellement sur des personnes qu'elle a pu avoir, ce qu'ils en pensent, etc. etc. Et regardez le contenu aussi qu'elle propose. Et je dirais le contenu gratuit qu'elle propose. C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà parlé à cette personne un petit peu avant? Est-ce qu'elle t'avait répondu? Est-ce qu'elle prend du temps, par exemple, pour te répondre? Est-ce que sur les réseaux, elle est active? Et si oui, qu'est-ce qu'elle propose? Etc., etc. Il y a pas mal de choses à prendre en compte. Et de toute façon, si t'es bon, après les gens restent. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important. Vous voyez, pour vous donner un exemple, je vais prendre mon exemple. Personnellement, j'ai très peu de turnover dans mes coachings. Là, j'ai certaines personnes que j'ai depuis longtemps. Et peut-être que j'ai une ou deux personnes qui vont changer par mois, mais sur un nombre énorme. Donc, c'est vraiment très peu. Très, très, très peu. Donc, voilà par rapport à ça. Comment reconnaître un bon coach? Question suivante. Comment se débarrasser de la rétention d'eau rapidement? Pourquoi déjà rapidement? Ensuite, il faut boire. Oui, pour virer de la flotte, il faut boire un petit peu plus que d'habitude. Et sinon, transpirer. Transpirer, ça permet aussi de virer un peu de flotte. La différence entre la presse et le squat. En fait, c'est pas vraiment le même exercice. Pour moi, c'est pas vraiment le même exercice. Le squat, c'est un pattern de squat et la presse, c'est un pattern de presse. Alors oui, ça se ressemble, c'est un exercice où on va venir faire une extension de genou. Mais personnellement, je pense que c'est pas le même exercice réellement et que les deux peuvent être mis en place dans une routine. La vraie différence, ça va être le placement de la charge. C'est-à-dire que sur le squat, la barre va être sur le dos, donc plus de pression dans le bas du dos. Et il y a un exercice, et c'est pas les mêmes chaînes, tout simplement. Donc en réalité, c'est pas le même exercice, mais certaines personnes vont avoir des adaptations, vont préférer faire du squat, d'autres de la presse. Mais idéalement, ce qu'il faudrait faire, c'est pas remplacer le squat par autre chose, mais remplacer le squat par une variante de squat. Si vous avez l'occasion, par exemple, d'avoir un squat belt, des choses comme ça, ça peut être plus intéressant que réaliser une leg press.
Du moins pour remplacer du squat, si votre objectif à la base c'est faire du squat. Mais vous pouvez avoir les deux tout simplement, c'est pas le même mouvement. Et en plus on différenciera les presses circulaires des presses linéaires, c'est différent en plus. Distribution calorique sur la semaine, linéaire ou semaine week-end, quel est le mieux? En fait, ça va dépendre de votre style de vie, c'est-à-dire que si vous sortez tout le week-end et que vous avez tendance à beaucoup manger le week-end et peu la semaine, et que la semaine vous êtes dans le rush, etc., etc., et que vous avez tendance peut-être à craquer plus le week-end, etc., voilà, mangez plus le week-end. Par exemple, j'ai une de mes élèves qui est assez connue sur les réseaux, elle Phyto Food, donc Héloïse, probablement que beaucoup d'entre vous la connaissent, elle est sur une répartition semaine-week-end. On sait que le week-end, elle traque ses aliments, mais bon, elle traque que la moitié de ses repas. Mais aucun souci par rapport à ça, parce qu'au final, on le fait depuis le début et ça marche très bien. Mais voilà, elle utilise le week-end pour se faire plus plaisir, on est plus haut en calories. Et voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Bon, là, on est en train de remonter ses calories, on les remonte surtout sur la semaine. Mais idéalement, je pense qu'une répartition linéaire est mieux, ou une répartition jour on, jour off est mieux. Linéaire, c'est bien, surtout si vous débutez, vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête. Partez sur ça. Mais en fait, ce qui est bien quand on se linéaire, c'est que ça nous permet d'optimiser la performance. Ce que je veux dire par là, c'est que on comprend bien que c'est plus intéressant d'être moyen en calories sur toute la semaine plutôt qu'être bas sur la semaine et haut le week-end, surtout si on s'entraîne la semaine. Mais après, c'est une question d'adhérence. Le plus important, adhérence, ça veut rien dire, pardon. Adhésion. Donc en gros, à partir du moment où vous adhérez à ce que vous... Non, ça veut rien dire non plus adhérer. Bon, si vous aimez, si vous appréciez ce que vous faites, pardon, et que ça vous convient, et que vous préférez par exemple être un petit peu moins performant et plus kiffer votre vie parce que c'est pas forcément votre priorité, ok, faites une répartition semaine-week-end, plus basse la semaine et plus haut le week-end. Et par contre, pensez bien si vous faites ça à avoir le même total calorique que si vous étiez sur une répartition linéaire. On essaie d'avoir quand même le même total calorique, c'est la clé tout simplement. Donc voilà par rapport à ça. Mais rien de mal en ça, mais si vous voulez optimiser la performance, misez sur la répartition linéaire, pardon. On m'a aussi demandé quelle était la meilleure manière de se préparer à un autre sport en musculation. Exemple, je crois que la personne me donnait la Spartan Race. Donc en gros, si vous ne connaissez pas, c'est l'équivalent à The Mud Day, comme dirait Eleanor, pardon. En fait, il n'y en a pas forcément de meilleure préparation. Il faut savoir que pour moi, la meilleure manière de se préparer, c'est faire le sport en question. Ça, c'est la base de toute façon. Pour devenir meilleur au foot, il faut faire du foot. On est simple. Enfin, voilà. Si vous voulez devenir meilleur à l'escalade, c'est pas en faisant de la musculation que vous allez devenir meilleur, c'est en faisant de l'escalade. Donc voilà, il n'y a pas forcément de secret. Par contre, la musculation peut être intéressante pour certaines choses. Par exemple, rééquilibrer un muscle par rapport à un autre. Éventuellement, travailler des trucs en plus. Par exemple, pour l'escalade, venir travailler sa poigne. Ça peut être aussi intéressant. Et surtout d'ailleurs, pour moi, la musculation en complément d'un autre sport, ça va être pour la prévention des blessures. Si on se muscle, on est plus solide, nos articulations sont mieux maintenues et donc on a moins de risque de se blesser. Mais en réalité, ça ne va pas vous faire devenir beaucoup plus fort. Ça va peut-être vous faire devenir 1%, 2%, 5% plus fort. Est-ce que c'est vraiment énorme ? Pas vraiment. Mais comme je vous l'ai dit, par contre, niveau prévention des blessures, ça c'est important. Et c'est pour moi le meilleur argument. Donc prévention des blessures, c'est pas mal. Et à côté, faites un mix. Par exemple, si vous avez 4 entraînements dans la semaine, faites 3 et 1. 3 de votre spécificité et éventuellement un muscu. Mais n'allez surtout pas prioriser la muscu pour vous préparer par exemple à une Spartan ou un The Mud Day ou des choses comme ça. Pareil pour un marathon. Si vous voulez courir un marathon, votre but c'est pas de devenir le plus musclé possible. Et en plus, pour revenir sur tout ce qui est Spartan, marathon, dites-vous bien que plus vous faites de la muscu, plus vous allez prendre de la masse musculaire. Plus vous allez prendre de la masse musculaire, plus vous allez être lourd. Plus vous allez être lourd, plus ça va être difficile de vous soulever. Plus ça va être difficile de courir. Donc on le voit, de toute façon, ceux qui courent longtemps sont très minces. Je ne sais pas si vous avez eu ce copain maigre, ou vous l'avez peut-être encore actuellement, qui peut faire plein de tractions ou qui peut faire plein de pompes parce qu'il est tout léger. Mais oui, c'est la même chose. Et dans ces choses comme ça, c'est beaucoup de choses de poids de corps, etc., etc. Donc en réalité, ça peut être un petit peu contradictoire. Bon après, bien sûr, l'entraînement est à adapter et s'entraîner intelligemment. Par contre, du coup, c'est hyper intéressant d'essayer de faire une espèce de prépa pour ce genre de mouvement. Enfin, pour ce genre d'événement plutôt. En tant que coach, personnellement, je trouve.
Pour ou contre la ceinture de force? Je vais dire que je suis pour, personnellement. J'en parlais encore avec des personnes la dernière fois à la salle. Personnellement, je suis pour dans une optique de prévention. On n'a qu'un dos et je préfère qu'on utilise une ceinture. Alors après, il faut que la personne soit capable de mobiliser la charge sans ceinture. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Si la personne n'est pas capable sans ceinture, c'est tout simplement que la charge est trop lourde et la ceinture fait tout. Mais sinon, je suis pour l'utilisation de la ceinture. Pour moi, il n'y a que des avantages. Ça va vous permettre d'éviter de vous faire mal au dos, d'être aussi plus fort et donc... Voilà, on utilise la ceinture, pour moi c'est bien. Après, il faut apprendre aussi à respirer avec la ceinture. Certaines personnes vont avoir du mal au début, vont être moins forts. Parce qu'en fait, il faut respirer en poussant notre ventre contre la ceinture pour vraiment optimiser l'utilisation de celle-ci. Et en plus, certaines études montreraient, j'en ai encore relu il y a pas longtemps, parce qu'il y en a, les arguments de ceux qui n'utilisent pas la ceinture, c'est « Ah oui, mais ton engagement, ton gainage ». Ouais, mais les études ne montrent pas ça en fait. Les études montrent que les lombaires sont autant engagés la plupart du temps. Même si ça je suis pas totalement d'accord. Les abdos aussi, et les études montrent surtout que c'est les obliques en fait qui sont le moins engagés, qui sont les obliques qui vont venir stabiliser un petit peu tout ça. Voilà, de toute façon les obliques c'est aussi ce qui a épaissi la taille. Donc en réalité c'est pas forcément une très mauvaise chose d'utiliser une ceinture. Et personnellement j'en utilise surtout avec mon dos de papy depuis ma blessure. Donc sur tous mes exercices où j'ai le buste penché vers l'avant, où j'ai un effort de gainage important à faire. Genre rowing, squat, j'en utilise, je suis obligé. Sinon, je le sens de toute façon dès le lendemain. Et dernière question, c'est que veut dire manger sainement? Donc ça, c'est une question, elle m'a été inspirée d'une story de Maëlys, si vous connaissez sur les réseaux sociaux. Donc c'est moi qui l'ai écrit et je voulais y répondre. Qu'est-ce que c'est manger sainement? Et en fait, c'est une question qui est assez compliquée. C'est manger, de ce que je voyais, de ce qu'elle a fait, un sondage sur le réseau, c'est manger avec plaisir, manger des aliments bruts et manger de tout. Moi, je dirais que manger sainement, c'est effectivement manger des aliments qui nous font plaisir. J'ai une petite mais coupure, désolé, je reprends le podcast, je ne sais pas si ça s'entendra au montage. Que je peux me poser. Dans tous les cas, effectivement, comme je disais, le poids descend, il descend légèrement. Qu'est-ce c'est qu'on une peut bonne chose. Je suis à partir de quand je sais pas si c'est je l'ai vu la plaisir semaine dernière, assez impressionné quand on mange si peu. C'est manger pas mal de micronutriments pour moi, c'est d'avoir une micronutrition assez variée. Une alimentation variée aussi, en mangeant si peu en termes de cardio. J'arrive à progresser à l'entraînement. Et un maximum d'aliments hier, 40 kg x 9 reps maximum, plus 40 kg x 9 reps sur mes dips. Tout ce qui est brut, c'est probablement la meilleure des choses. 100 kg x 6 reps. Au final, j'augmente mes charges en matchant le nombre de répétitions de semaine en semaine. Donc c'est plutôt super bien. Je sais que ça va pas durer, mais pour l'instant, je progresse. Et comme ça revient un petit peu à ce que j'avais dit, même quand on est en période de perte de poids, on doit avoir cette volonté de progresser. C'est quelque chose qui est important. C'était plutôt intéressant de voir cette volonté. Donc merci à toi, Maëlys. Il y a beaucoup qui se passe aussi dans la tête. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de ce podcast. Comme d'habitude, je vais faire un bref résumé de moi, de ma situation actuelle. Voilà, je pense que c'est tout pour cette semaine. Pour terminer, je continue à progresser. Comme d'habitude, je vous renvoie vers mes liens qui sont dans ma bio pour trouver mon compte Instagram. Cette semaine, pour moi, ça va être une semaine de décharge. Donc, mon adresse mail aussi, si vous êtes intéressé par des coachings, si vous avez des questions à me poser. J'ai subi ma dernière semaine d'entraînement, je vais pas vous mentir. Comme d'habitude, il y a aussi le lien Patreon. Même si j'ai continué à progresser, j'ai commencé à avoir des petites douleurs, notamment une douleur à la fin de la semaine. En tout cas, comme chaque semaine, je vous remercie pour là, ça va un petit peu mieux. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je dirais même pas du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au niveau des Salut. Et donc là, je me suis dit, oula, Alex, tu n'aurais pas dû pousser ta dernière semaine. Bon, après, je l'ai fait parce que j'avais des événements sur la semaine prochaine là. Donc en soi, c'est pas forcément quelque chose que je regrette. Et puis voilà, c'est pas grave, c'est passé. Maintenant, les coudes, les genoux, ça va un peu mieux. Il y a encore un petit peu cette douleur à l'épaule. Je vais soigner ça en appliquant le protocole que je donne à chaque fois aux personnes que j'ai en coaching. Début de tendinite, à mon avis, éventuellement. Mais d'ici une semaine, normalement, ça devrait être réglé sans souci. Donc voilà, des fois, il ne faut pas être têtu et c'est pour ça qu'avoir un avis extérieur, des fois, c'est hyper important. Moi, personnellement, actuellement, je n'ai pas de coach, mais j'en ai déjà eu. Et je peux vous dire que oui, effectivement, c'est intéressant. Et puis, si j'étais dans cette situation, j'aurais dit à la personne que je coach, tu décharges dans ta semaine, tant pis, tu finis pas ta semaine, tu décharges. Voilà, bon, je pense que c'est bon. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté ce podcast. Comme d'habitude, voilà, je me répète, mais il y a les liens dans la description. Le premier lien, c'est le Patreon pour me soutenir financièrement. Ça commence à partir de $2. Donc, pour le temps que j'investis dans ce podcast, dans mes comptes Instagram, etc., je vous remercie d'avance.
Même si c'est pas beaucoup, c'est ce qui permet réellement de m'aider et surtout que ça m'encourage en fait psychologiquement à continuer ce que je fais puisque ça me montre que j'aide un maximum de gens. Et puis voilà, on se retrouve du coup pour un nouveau podcast probablement la semaine prochaine. Je sais pas si je vais avoir le temps d'en tourner un la semaine prochaine parce que j'ai une grosse semaine. Je vais faire au mieux et je vous tiens au courant de toute façon sur mes réseaux sociaux. Voilà. À la semaine prochaine et bonne journée.